Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons moins parler d'économie, certainement de politique un peu plus, mais nous allons faire un témoignage. Un témoignage parce que, mes chers amis, vous le savez, nous sommes dans une société congénitalement répressive et la liberté d'opinion y est grandement malmenée. Tous ceux qui ne pensent pas selon la doxa dominante sont victimes de pression et d'élimination. La particularité de l'élimination n'est pas la mort physique comme en URSS ou en Allemagne nazie, mais la mort sociale. Et pour ce faire, je reçois François Dubois. Bonjour Olivier. Merci cher François. Merci d'être présent et d'être venu de province pour témoigner. Parce que nous allons sur un témoignage qui est le vôtre. Je vous avais précédemment invité sur des sujets notamment autour de Davos et la spoliation des peuples, du pouvoir et de leur identité. Aujourd'hui, nous allons traiter de la victime, du fait que vous êtes victime d'une répression tout à fait inadmissible en termes de liberté d'opinion. Je dois rappeler que pendant 20 ans, vous avez servi comme gendarme. Oui, tout à fait. Vous avez été notamment auprès du Premier ministre François Fillon et de Jean-Marc Ayrault. Et puis ensuite, après les postes d'officier de police, vous nous direz comment vous êtes passé dans la formation à la sécurité. Et vous allez nous conter ce qui vous est arrivé, le procès en sorcellerie dont vous avez été victime. Alors, pouvez-vous un petit peu nous retracer votre carrière que j'ai à peine ébauchée en tant que gendarme d'abord, puis ensuite comme formateur? Oui, alors c'est un parcours assez varié, puisque j'ai démarré d'abord dans la garde républicaine. Donc c'est notamment là où j'ai fait de la protection rapprochée, comme vous l'évoquiez, puisque j'ai fait la protection rapprochée de 2 premiers ministres, donc Jean-Marc Ayrault et François Fillon. Ce qui m'a permis un petit peu d'évoluer aussi en cabinet et de voir la vie de cabinet, ses aléas et puis les côtés justement non connus du grand public. Oui. Pas toujours très flatteur, non? Pas toujours très flatteur, parfois moins organisé ou moins professionnel qu'on ne l'imagine, ou parfois aussi moins rigoureux vis-à-vis de la loi.
Ah bon? Ouais, il se passe des choses forcément, et on entend des choses dans ces milieux-là. Donc oui, ça a contribué, ça a participé un petit peu aussi à mon éveil, je pense. Mais ce qui a provoqué, je pense, le choc le plus important, c'est ensuite mon changement de subdivision d'armes, comme on appelle ça en gendarmerie, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de rejoindre la gendarmerie départementale. D'accord. Donc c'est une subdivision d'armes dans laquelle j'ai basculé pour faire un travail d'enquêteur. D'accord. Et là, c'est un tout autre travail. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans une région qui était extrêmement pauvre. Et je suis passé donc de la rue de Varennes, Oui, je vois. 7e arrondissement, Des ors de la République, Matignon, à la vraie vie. c'est-à-dire, comme on le dit aujourd'hui, dans les territoires. Dans les territoires, et les territoires, on peut dire abandonnés. C'est ça. Parce que c'est clairement le terme. C'est le grand thème du livre de Christophe Guilly. Oui, et là, je me suis pris le choc, un mur. Hein, Lacan disait souvent le réel, c'est se prendre un mur. Ben, c'est un peu ce qui s'est produit. Et ça a participé. J'ai voulu comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui nous avait amené, parce qu'il faut se rappeler quand même que j'étais relativement jeune en plus. Oui. Et donc, quand on est jeune, on n'a pas forcément, on ne prend pas l'attitude. Et on ne voit pas forcément, on n'a pas une vision d'ensemble. Et là, ça m'a amené à réfléchir sur pourquoi notre société était devenue comme ça. Et plutôt que de chercher des solutions à mettre des pansements de partout, je me suis dit, mais quelles sont les causes profondes? Et c'est là que j'ai commencé à faire un travail d'autodidacte, à me plonger dans les livres. Mais c'est là que vous devenez dangereux aussi pour la société. Et c'est là qu'on devient dangereux, effectivement. Et c'est aussi à partir de ce moment où a commencé une remise en question réelle chez moi quant à mon devenir professionnel dans cette institution. Oui, parce que vous étiez quand même officier de police judiciaire et commandant adjoint de brigade. Oui, tout à fait, oui, parce que j'avais passé entre-temps un diplôme qui s'appelle l'officier de police judiciaire. Et en gendarmerie, la fonction est subordonnée au grade. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer le diplôme d'officier de police judiciaire, puis après on devient gradé. Et effectivement, je me suis retrouvé à des postes où je commençais à avoir des responsabilités. Ce qui permet aussi d'avoir un autre lien au niveau du maillage territorial et de se rendre compte un petit peu aussi comment fonctionne un petit peu le pouvoir local, les arcanes, etc. Est-ce que je peux vous demander de citer le territoire ou vous préférez ne pas le citer? Oui, c'était le Bordelais. Oui. Et c'était le Médoc, pour être plus précis. Et donc sur Massirco, quand j'étais adjoint au commandant de brigade, on avait 188 châteaux. Châteaux au sens vinicole du terme, au sens bien sûr. vinicole du terme. Donc parmi lesquels les plus grands crus classés, il faut voir qu'on avait les communes de Saint-Julien, Saint-Estèphe, Pauillac, etc. Vous avez fait rêver nos téléspectateurs. Et justement, on s'imagine que c'est très riche, et en réalité, ce territoire est à l'image du monde. C'est-à-dire que toutes ces parcelles sont détenues par des gros groupes de la finance. Alors on retrouve AXA, on retrouve Martin Bouygues, etc., etc. Et derrière, donc ces gens qui ne sont pas là, normal, puisqu'ils sont toujours dans les quatre coins du monde, ils sont apatrides. Et derrière, qu'est-ce qui reste? Il reste les exploités, quoi. Ah oui. Et c'est l'unique, en plus, ressource économique du territoire, ce qui fait qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Donc, en dehors de la main-d'œuvre précaire, il n'y a rien. Et qui plus est, socialement, c'est un territoire qui est extrêmement communautarisé. Oui. Quand vous dites communautarisé, vous pensez à... On a l'impression de revoir un échantillon de la société française, mais puissance 10, quoi. Voilà, en gros, c'est un petit peu... Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de travailleurs immigrés? Alors, oui, parce que y a un système de sous-traitance du travail dans le milieu viticole. Et effectivement, on a des marchands de sommeil qui font venir des gens de l'étranger. D'ailleurs, ça nous occupait aussi beaucoup, puisqu'on a des logements précaires qui sont occupés par des individus
peuvent être, on va en retrouver 12 dans un 9 mètres carrés. Enfin, j'exagère, mais on n'en est pas loin, quoi. Que des matelas au sol. Et puis voilà, donc ce sont des gens qui sont maltraités et qui vivent en esclaves. Donc d'un côté, on a ça. Ensuite, on a une communauté donc qui était d'origine maghrébine, qui s'est implantée sur place. Une communauté issue des gens du voyage aussi, qui s'est sédentarisée. Oui, ah oui, d'accord. Donc là, c'est encore différent, hein, sédentarisé, avec nous des tensions intercommunautaires, et notamment liées au trafic de stupes. Puisque comme c'est très pauvre, il y a des économies parallèles qui se développent, et là-dessus, on avait énormément de travail. Je vois. Et donc, comme officier de police judiciaire, vous faisiez des enquêtes Oui, j'ai même évolué en unité de recherche. Et effectivement, on fait des enquêtes forcément qui sont... Parce qu'il faut rappeler que l'officier de police judiciaire, en matière de police judiciaire, parce qu'il y a plusieurs types de police, il y a la police judiciaire, la police administrative, voilà, il y a plusieurs types de police. Mais en matière de police judiciaire, c'est la fonction la plus élevée. Il travaille directement sous le contrôle du procureur de la République. Ou alors il peut suivre les instructions d'un juge d'instruction sur commission rogatoire. Voilà, mais... Et alors, déjà, vous vous posez à l'épreuve du métier et du terrain un certain nombre de questions. Et puis, voilà que arrive la pandémie du Covid. Oui. Alors, à cette époque, je suis instructeur en école. D'accord. Justement, fort de mon parcours varié, j'ai pu intégrer les écoles dans lesquelles j'étais aussi capable d'enseigner dans le milieu de l'intervention que dans le milieu judiciaire. D'accord. Donc je n'étais pas sur le terrain à ce moment-là. En revanche, effectivement, le Covid arrive à ce moment-là. Alors au départ, ça a été source de conflits avec beaucoup de collègues. Puisque d'entrée, je me suis opposé aux atteintes aux droits fondamentaux, au pass vaccinal, etc. Droits fondamentaux de disposer de son corps. Ce qui m'a valu de belles disputes parfois où on m'a dit... Avec vos supérieurs ou avec vos collègues? Avec des collègues qui m'ont dit mais à ce moment-là il faut que tu quittes l'institution si tu veux, parce que je leur avais dit mais moi si j'étais sur le terrain ce serait hors de question que je contrôle des passes vaccinales ou que je me plie à faire des choses comme ça. Je dis là vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de vivre une expérience de 1000 grammes à ciel ouvert. Alors, vous êtes en train de... L'expérience de 1000 grammes, il faudrait peut-être la rappeler quand même. Oui mais c'est tout simplement le comportement face à l'autorité. Voilà, c'est-à-dire que l'autorité pousse le bouchon petit à petit, de plus en plus loin. Et au départ, la personne y adhère. Ouais. Et puis après, quand elle s'aperçoit qu'il a été trop loin, souvent il est trop tard. Ouais. Et donc après, le retour en arrière est compliqué. Et la question posée par Milgram, dans l'expérience de Milgram, c'est jusqu'où peut-on aller dans l'acceptation des ordres. Et ce qui nous donne à la fin de l'expérience, il était question dans l'expérience de délivrer des chocs électriques à un acteur, mais la personne ne le savait pas. Et à la fin de l'expérience, on se retrouve avec 64% des personnes qui ont délivré le choc maximal, qui était potentiellement létal. Ah oui, c'est ça. Qui était annoncé comme potentiellement létal. Et il l'aurait fait en réalité. Et Milgram, je crois, évoque aussi l'obéissance aux ordres des commandants de camps de la mort, par exemple. Oui, c'est la même chose. Et alors, à cette époque du Covid, il faut voir que, de toute façon, on nage en pleine ingénierie sociale à tout niveau, que ce soit de la charte de Biederman en passant par l'expérience de H, ou voilà, on est que ce soit dans les processus qui nous inscrivent dans le conformisme, ou alors ceux qui visent à nous casser psychologiquement pour nous faire obéir, dans tous les cas, on est dans une entreprise d'ingénierie sociale. Donc ça, moi, je m'en rends compte très vite. Et puis au-delà de ça, j'avais déjà une analyse dans laquelle je disais, écoutez, là, ils sont en train de procéder à une destruction de nos économies par palier, on profite du Covid, etc., etc. Donc voilà, j'expliquais tout ça à l'époque, on m'écoutait un peu en souriant. Au final, c'est ce qui s'est passé. Et puis est venue après la question de l'obligation vaccinale. Et c'est là que j'ai été complètement pris à la gorge. Alors il faut savoir qu'au préalable, j'avais déjà eu une discussion avec la médecin militaire, avant l'annonce de l'obligation, parce que je rappelle que le vaccin était obligatoire en gendarmerie, mais pas en police. Ah oui. Et avant l'annonce de l'obligation vaccinale, j'avais déjà eu une discussion sur laquelle je lui disais mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, on force les gens à s'injecter un produit qui est
sous AMM conditionnel, on s'assoit complètement sur la liberté de disposer de son corps. Voilà. On va au-devant de tous les droits fondamentaux et ça ne vous pose pas de problème. Ouais. Sur le moyen long terme, vous n'avez aucune idée des conséquences que peut avoir l'injection sur les hommes et ça ne vous pose même pas un problème de responsabilité en termes juridiques. Ouais. Je lui dis, vous êtes peut-être médecin, mais moi je connais un petit peu le fonctionnement de la loi. Je dis, bon, à la fin... Elle en convenait. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que quand l'obligation est tombée, c'est devenu une machine, cette femme-là. C'est devenu une machine. C'est-à-dire qu'elle a appliqué les ordres. C'est 1000 grammes. C'est 1000 grammes. Et c'est là que j'ai subi le rouleau compresseur. Yeah. Par chance, j'avais attrapé le Covid 2 jours avant l'annonce, sans savoir que l'annonce allait tomber 2 jours. Voilà, c'est... Mais alors, vous savez qu'à propos de l'ARN messager, j'ai acheté récemment un vaccin, puisque à mon âge, je devais renouveler. Sur la boîte, il est marqué « absence de tout ARN messager ». Autrement dit, si l'industrie pharmaceutique se croit obligée de justifier l'absence d'ARN, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. Il y a un problème. Et de toute façon, il y a déjà si on prend AstraZeneca, ils ont retiré leur vaccin de la vente. Puis il y a des procès. Ils ont des procès, parce qu'ils ont des procès importants dans d'autres pays. Oui, absolument. Alors, donc, à ce moment-là, vous subissez une pression très forte. Et parce qu'en plus, vous êtes témoin de pratiques illégales dans la gestion des effectifs. Oui, tout à fait. Alors, j'avais un camarade capitaine qui a été complètement ostracisé à cause de son refus. Donc lui, il n'a pas bénéficié d'un statut dérogatoire comme moi, parce que moi j'avais eu le Covid, donc j'ai eu une période de sursis. Oui, bien sûr. Et lui, là, il faut bien que les gens se rendent compte que quand on est comme ça dans une institution, la décision tombe du jour au lendemain. Et on vous demande de vous y conformer du jour au lendemain. Et donc là, lui, il a fait ce choix de dire non avec tout ce que ça impliquait. Et donc, il a été d'abord ostracisé dans un bureau sans fenêtre qui servait à faire des mises en situation pendant plusieurs mois. On l'a planqué, là, on lui a dit vous ferez des recherches sur les archives de l'école. Et il avait interdiction de rentrer en contact avec le public. Alors moi, avec un autre collègue qui pense comme moi, on allait le voir pour prendre des cafés et tout ça, mais c'était interdit. Et à la suite de quoi, après avoir attendu plusieurs mois, il a eu sa décision qui est tombée. Donc c'est quelqu'un qui avait fait toute sa carrière au même endroit et qui était sur le point de partir à la retraite. Ils l'ont muté à 700 km de chez lui et avec des jours d'arrêt. Voilà, mais c'est bien ce que je dis, c'est qu'on organise la mort sociale dans notre belle démocratie. Ah oui, mais après, en termes d'illégalité de pratique, il y a des choses plus graves, puisqu'il y avait des fichiers nominatifs. Oui, il y avait des fichiers nominatifs qui mentionnaient les noms des personnes avec la pathologie qu'elles avaient et qui étaient tenues jour par jour pendant le Covid. C'est-à-dire qui étaient partagées sur un serveur commun. Mais c'était totalement interdit, ça. Alors c'est totalement interdit et c'est ce qu'on nous demandait à nous, gestionnaires de services, de tenir. C'est-à-dire qu'on devait remplir ces fichiers avec les effectifs tous les jours et les envoyer au commandement pour qu'ils aient une situation en temps réel des gens qui avaient le Covid ou qui n'avaient pas le Covid. Donc on devait inscrire la pathologie qu'ils avaient, il y avait le nom et tout. Et alors ces fichiers, je le précise, étaient en accès sur le serveur commun. C'est-à-dire qu'il suffisait de cliquer. Voilà, c'est celui qui est en lien. Totalement illégal. Voilà. Totalement illégal. À l'époque, j'en avais fait des tas de copies. Alors, tout ceci vous conduit à quitter la gendarmerie et à vous reconvertir dans l'enseignement professionnel des métiers de la sécurité. Alors, qu'enseignez-vous en matière de sécurité et comment abordez-vous le droit pénal dont vous êtes un spécialiste ? Alors, j'enseignais en lycée professionnel dans la filière des métiers de la sécurité. Alors, dans la branche sécurité publique, sûreté, malveillance, parce que vous avez plusieurs branches là-dedans et il y a aussi des branches qui sont plus consacrées à l'incendie et au secours à personne. Oui. Donc moi, c'était la partie vraiment sécurité publique et sûreté malveillance. Donc c'est une branche dans laquelle... C'est l'appellation officielle, sûreté malveillance, oui, c'est ça ? Oui. Alors sûreté malveillance, c'est plus ce qui touche au domaine de la sécurité privée, alors que tout ce qui est sécurité publique, ça touche au domaine police, gendarmerie, douane, etc. Voilà. Et dans ces branches-là, on enseigne beaucoup le droit pénal, tout ce qui est cadre légal de travail, cadre légal d'usage des armes, de la force, etc. Voilà. Donc c'est assez spécialisé et c'est assez orienté droit.
D'accord. Et globalement, vos supérieurs, dans les deux établissements où vous enseignez, sont plutôt contents de vos prestations. Vous êtes... Alors ils étaient sans vouloir me jeter de fleurs, mais ils étaient extrêmement satisfaits de mon travail. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en école, déjà j'avais en école de gendarmerie, quand je suis sorti de la gendarmerie, j'avais quand même une expérience de formateur, évaluateur de formateur. Donc c'est une expertise. Donc je connais quand même les méthodes pédagogiques, l'ingénierie pédagogique, etc. C'est quelque chose que je maîtrise. Donc je suis arrivé à l'éducation nationale avec un certain bagage, y compris aussi celui de la gestion de classe. Et ça, c'est pas anodin parce que dans l'éducation nationale, on ne forme pas les professeurs à la gestion de classe. Bah, bien sûr que non. Et alors que dans l'armée, nous, on le fait. Et non seulement on le fait, mais en plus maintenant on reçoit le CEGN, donc CEGN, c'est le commandement des écoles de la gendarmerie nationale. D'accord. On reçoit régulièrement des équipes de l'éducation nationale pour les former à la gestion de classe. Il faut savoir que c'est la gendarmerie qui forme l'éducation nationale. Oui, ça c'est pas mal. Ça c'est quand même. Oui, c'est lié à l'évolution aussi. Donc nous on participait. Moi j'ai participé à former des professeurs pour ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc non, mais après, ça se passait, non seulement ça se passait très bien, mais en plus de ça, j'étais sur plusieurs projets. Alors, il faut savoir déjà que j'étais à cheval sur 2 établissements qui étaient séparés de 200 km. Donc avant de trouver quelqu'un qui voulait faire la route, c'était pas évident pour eux. Quelqu'un qui avait toutes les qualifications que j'avais, qui correspondaient parfaitement à ce poste-là, c'était pas évident pour eux non plus. Et ils avaient investi sur moi puisqu'ils m'avaient payé une formation. Oui. Alors c'est juste pour être formateur premier secours en équipe. D'accord. Mais ça leur permettait d'économiser justement les pompiers. Et, ben voilà. Et donc plusieurs milliers d'euros par an. Oui. Et j'avais obtenu cette formation pour un des établissements. Et l'autre établissement, lui, m'avait proposé dès la rentrée d'animer une prépa pour les concours. Gendarmerie, police, douane. Et même pour les douanes, oui. Oui, police, douane, administration pénitentiaire, si on veut être précis. Ah oui, d'accord, les 4... voilà. Et donc, l'inspectrice était pareil, très engagée là-dedans. Tout se passait bien. Et puis, ce courrier qui est tombé du jour au lendemain. On va en parler, mais avant d'en parler... J'aimerais quand même que vous nous disiez en quoi consistait une formation secours en remplacement des pompiers. Parce que vous avez dit on fait une économie, mais pourquoi la fait-on et on manque d'effectifs dans les pompiers? C'est parce que l'établissement payait aux pompiers la formation pour les élèves de secours en équipe. Et il y a eu un désistement, mais ça c'est de la politique locale. Il y a un élu local qui a dit voilà, les pompiers maintenant... on arrête de les faire intervenir au sein des établissements scolaires. Et donc, du jour au lendemain, ils nous ont dit, il va falloir que vous vous débrouillez autrement pour former les élèves sur les premiers secours en équipe. D'accord. Donc, l'éducation nationale a choisi l'option, en tout cas, de former des professeurs. D'accord. C'est le diplôme de secourisme, non? C'est pour que les élèves passent le premier secours en équipe, niveau 1 et niveau 2. Oui. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'ont les pompiers, mais eux, après, ils développent un peu plus. Bien sûr. Mais là, c'est pour être formateur, pour enseigner ça aux élèves. D'accord. Donc il faut déjà maîtriser. Oui, bien sûr, je vois. Et il n'y avait pas de réticence de la part des élèves, pas de refus Ah non, les élèves, alors non, à ce niveau-là, non, il n'y avait pas de... D'accord. Eux sont pas trop concernés par ça. Ils voient, peu importe l'instructeur, qui leur délivre le cours. Et alors, comme professeur de prépa au concours de la gendarmerie, de la police, des douanes, et même de l'administration pénitentiaire, puisque vous l'avez dit, c'est un poste d'observation tout à fait exceptionnel pour apprécier la politique de sécurité en France. Et je ne sais pas comment... Alors c'est l'ouvert, oui, donc ça c'est une... Quelle approche pouvez-vous C'est une FCIL, donc là on ouvre cette... Enfin ils ouvrent toujours d'ailleurs, mais j'y serai plus, cette prépa. Là, la particularité sur ce type de formation aussi, c'est d'ouvrir les élèves à ce qui se passe dans la société et tout, puisque effectivement il y a des exigences dans les concours
Oui. On va poser des questions d'actualité, Bien sûr, j'imagine. etc. J'imagine. Pour ma partie, je devais aussi m'occuper de la formation professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire la préparation à l'oral. D'accord. Parce que, notamment en termes de comportement, et puis aussi en termes de connaissances. Et la réceptivité des préparationnaires était bonne en général. Ils sont de bonne volonté. Ça, je ne peux pas le dire puisque c'est un projet qui était tout nouveau et qui devait se mettre en place à la rentrée. D'accord. Et auquel, du coup, je ne participerai pas. Pour la raison que nous allons évoquer en deuxième partie. Et là, il se retrouve avec un trou de 6 heures par semaine à combler maintenant. Alors, justement, nous allons, en deuxième partie, évoquer ce coup de tonnerre. Vous recevez un courrier vous annonçant que votre contrat ne sera pas renouvelé. Mais avant de développer ce qui relève de la chasse aux sorcières et de la liberté d'opinion, globalement, j'aimerais que, pour finir cette première partie, vous portiez un jugement sur l'enseignement de la sécurité au sens très global. Est-il suffisant en France? Mérite-t-il d'être réformé, d'être revu? Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a des défis qui sont très actuels. Alors tout dépend de quelle sécurité on parle déjà. Oui. Si on parle de sécurité privée, si on parle de sécurité publique. Je pense surtout à la sécurité privée, parce que c'est elle qui a en partie expliqué les votes récents aux législatives. L'inquiétude par rapport au fait de ne plus laisser ses enfants sortir. La sécurité privée, c'est la partie privatisée de la sécurité. Oui. C'est-à-dire que là, ce sont des entreprises qui gèrent la sécurité en sécurité privée. Contrairement à la sécurité publique, où là, ça va être l'État. Donc l'État n'a plus tout à fait le monopole de la violence d'État. Le monopole de la violence publique, défini par oui, de ce point de vue, c'est une question intéressante, puisqu'effectivement, on peut se poser la question du transfert des compétences régaliennes. Oui, en effet. Je pense que... Et effectivement, oui, il y a une part de la sécurité privée qui devient de plus en plus conséquente, et on le voit d'ailleurs avec les Jeux Olympiques. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on est obligé de combler quelque part un déficit de moyens dans le public. Les budgets sont dérisoires. Voilà, il est même question de généraliser le port d'armes pour la sécurité privée, ou du moins de faciliter l'accès au port d'armes, etc. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on a des évolutions qu'il faut surveiller, y compris d'ailleurs dans l'utilisation des moyens de surveillance. Oui. Et je pense notamment à la surveillance qui combine l'IA et les algorithmes, avec le décret qui a été pris pour les Jeux Olympiques, le décret d'août 2023, et qui met en place justement ce type de surveillance et qui a été prolongé jusqu'en 2025. Voilà, donc ça, c'était censé être à titre temporaire, et là, on voit que déjà, c'est en train de durer dans le temps. Alors, c'est intéressant, ça peut être très utile, ce type de surveillance, mais il faut voir, il faut essayer de se projeter et voir quelle perspective ça peut amener, sachant qu'une des pires perspectives, je pense, ce serait un jour la combinaison de ce type de surveillance avec le croisement des fichiers. Et ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire les atteintes aux libertés. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, on puisse par reconnaissance d'identité, reconnaissance faciale par exemple, croiser tous les fichiers et obtenir tout le pédigré de la personne d'un coup. C'est-à-dire sa situation, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit les antécédents judiciaires, l'état de santé, etc. Voilà. Voir jusqu'où on sera protégé, sachant que la CNIL, souvent, ces derniers temps quand même, elle signale des problèmes, mais elle n'est pas suivie. Ah oui. Donc moi, c'est cette tendance qui m'effraie un petit peu et qu'il faut surveiller de très près. Bien sûr. Mais vous savez, la tendance à la privatisation, par contre, s'observe aussi, même dans la guerre, puisque les États-Unis, l'État profond américain, envisageaient d'envoyer des mercenaires privés en Ukraine. Oui, bien sûr. Et on voit aussi, M. Bill Gates... C'est déjà le cas. Oui, en effet. Et puis il y a des grandes sociétés qui sont connues, de toute façon, que ce soit Blackwater aux États-Unis ou Wagner en Russie. Voilà. Il y a déjà une forme de privatisation. Peut-être que Vladimir Poutine aussi a pressenti les limites de la privatisation des armées, puisqu'il y a eu quelques conflits internes avec Wagner. Et c'est là
d'ailleurs qu'il est important, je pense, ça montre qu'il faut se rattacher aussi à la notion de nation et à la notion de loyauté envers le drapeau. Et quand on met l'argent au milieu de tout ça, en général, ça pourrit le fruit. Vous savez, Bill Gates aussi, par exemple, finance l'OMS. Oui. Bon, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on peut critiquer d'ailleurs, mais c'est une institution qui relève des États, mais la part des financements de Bill Gates est devenue très considérable. Oui, très considérable. Bon, alors nous allons faire une pause et nous allons alors partir du coup de tonnerre de ce courrier que vous recevez, vous annonçant que votre contrat ne sera pas renouvelé. En tant qu'ancien officier de gendarmerie, avant d'aborder l'aventure qui vous est advenue comme professeur, comme formateur, vous vouliez revenir sur le problème de la sécurité parce que je crois qu'il y a des choses importantes à dire. Oui, parce qu'on a parlé de sécurité privée. Alors la sécurité privée, ce n'est pas forcément le nerf de la guerre. Alors c'est important quand même d'en parler parce que la sécurité privée est sélectionnée par le CNAPS, supervisée par le CNAPS. Donc ça, c'est un organe qui permet de faire le lien entre le privé et l'État, voilà, en assurant quand même une certaine continuité dans la formation, une régularité. Mais on sait déjà qu'il n'y a pas forcément une rigueur de sélection comme on pourrait rencontrer par exemple dans la police ou la gendarmerie. C'est pas sans poser problème. On avait publié un article, notamment là, sur Profession, on l'avait relayé sur Profession Gendarme. On sait que sur les Jeux Olympiques, on a plus de 100 fichiers S qui font partie de la sécurité privée. Plus de 100 fichiers S dans la sécurité privée. Oui, donc ça représente quand même... alors attention, on peut être fichier S pour autre chose que du terrorisme. Si ça se trouve, je suis moi-même fichier S à l'heure où je vous parle. Ah oui, d'accord. Mais il faut savoir quand même que les process de sélection ne sont pas forcément toujours ultra rigoureux. Rigoureux, oui. Voilà. Et après, il est aussi important, je pense, de parler, si on veut parler vraiment de sécurité du point de vue de la politique intérieure, il est vraiment important de parler de la sécurité publique, donc de la police et de la gendarmerie. Là, on a vraiment actuellement un problème qui est d'ordre structurel, qui est lié déjà aux conditions de travail, puisqu'il y a énormément de sollicitations. Oui, donc on a par exemple des escadrons de gendarmerie mobile qui tournent énormément avec une fatigue. Ça doit être aussi valable pour la police. Mais on a aussi des problèmes internes en matière de recrutement. Des grosses difficultés à ce niveau-là puisque il y a beaucoup de départs. Des vagues de départ qui sont de plus en plus conséquentes depuis le début des années 2020. Avec des départs qui concernent notamment l'encadrement, c'est-à-dire des gradés supérieurs. Donc il y a des trous à l'emploi au niveau de postes très techniques, très formés, qui nécessitent beaucoup d'expérience. Et il faut combler tout ça, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de jeunes, et de façon à les former le plus vite possible pour venir combler ces trous. Mais il y a un autre problème, c'est que vu que le recrutement est compliqué parce que le métier n'a pas bonne publicité, on est obligé de... Et puis, il faut le dire, le niveau des élèves aussi a considérablement diminué. J'allais vous le dire, oui. Et donc, il faut baisser les critères de recrutement, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas forcément avec des jeunes qui ont la vocation, qui rentrent par noblesse d'esprit, pour les bons aspects du métier, etc., mais plus de façon alimentaire, et qui, une fois confrontés aussi à la rigueur militaire, par exemple pour la gendarmerie, à la difficulté du métier, ils raccrochent au bout de 3-4 ans. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est double difficulté. Et là, quand je vous parle de tension, après, forcément, derrière, il y a des événements sociaux qui créent beaucoup de tensions, qui nécessitent beaucoup d'effectifs. Si on prend par exemple ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir, c'est 7 escadrons, normalement. Et là, on en projette 20, avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc ça vous donne un ordre d'idée un petit peu des tensions qu'on peut rencontrer. Ce n'est pas rassurant, tout ce que vous nous dites là. Non, c'est pas rassurant. Surtout, eu égard le contexte. Oui.
pendant les pense au JO, contexte. puisque outre les 2 vols d'ordinateurs qui ont eu lieu, qui comprenaient des données de sécurité, Alors, en effet, oui. il y a d'autres marqueurs qui sont plus ou moins inquiétants quand même. Ouais. Déjà, le fait que la France soutienne Israël dans sa politique peut accroître le risque terroriste sur le Territoire terrain. national. Et puis, Oui. on n'est pas à l'abri aussi d'un attentat sous fausse casquette. Notamment, Qu'est-ce que vous entendez par sous fausse casquette? c'est-à-dire qu'on imputerait à la Russie alors que c'est pas la Russie. D'accord. Ça, c'est le scénario le plus dégradé, Oui. mais on n'est pas à l'abri. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même un climat général qui est très néfaste. Voilà, donc on va prier pour qu'il ne se passe rien. Climat général néfaste, compétence de François Dubois, qui forme, qui enseigne, qui accumule une expérience depuis 20 ans, 25 ans. Et voilà que, alors on arrive à ce fameux courrier, vous annonçant que votre contrat ne sera pas renouvelé, au grand étonnement de vos supérieurs immédiats, Oui. qui étaient contents de votre travail. Alors, je reçois un mail du rectorat, très laconique, 3 lignes. Bien vouloir consulter le document ci-joint relatif à vos modalités de contrat. Voilà, un truc comme ça. Oui, oui. Je clique et là, j'ai un courrier qui émane du rectorat, donc de la rectrice, Madame Drucker-Godard, qui m'explique que je ne serai pas renouvelé à la rentrée, sans explication. Pareil, 2 lignes. 2 lignes, une signature, le rectorat. Et la méthode est pour le moins... à tout le moins bureaucratique et... Parce que il faut savoir que ma hiérarchie a été servie de la même façon. Elle a été mise en copie de ce même mail et c'est tout. D'accord. Donc ils l'ont reçu, on l'a tous reçu simultanément. Oui. Et débrouillez-vous avec ça. Et même dans l'affaire, le rectorat n'a été que l'exécutant d'une décision qui vient de plus haut, certainement. Des échos qui me sont revenus, ça descendrait du ministère. Donc, vous étiez persona non grata au ministère, mais pas professionnellement, puisque Non. tout le monde était content de vos services. Alors, C'est donc du délit d'opinion. dans la sphère professionnelle, je n'ai absolument rien à me reprocher, puisque, au contraire, c'est une valeur, c'est un principe que je défends, c'est-à-dire que, et ça je l'ai souvent écrit dans mes productions, Oui. j'ai souvent reproché à l'école de jouer un rôle d'orientation chez les élèves. Et ça, je trouve ça très regrettable. Pour moi, la classe, ça doit être un espace qui est sanctuarisé. Quand vous dites orientation, c'est orientation idéologique. Alors, quand je parle d'orientation, je parle d'orienter De mise en effectivement condition. les élèves vers une pensée, vers une idéologie. Voilà, vers la bien-pensance dominante. Mais de façon claire. Totalement contraire au principe de l'éducation. Et donc moi, je me suis toujours opposé à ce principe. Au contraire, j'estime que la classe, ça doit être une sphère dans laquelle on enseigne une matière, mais qu'un professeur n'a pas à se substituer au rôle des parents pour leur dire il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Donc je me suis toujours bien gardé de le faire, y compris d'ailleurs dans le reste de la sphère professionnelle, vis-à-vis de mes collègues, tout ça, où je n'ai jamais fait quelque prosélytisme que ce soit. Et en dehors, j'ai certes exprimé mes idées, mais je n'ai jamais rien dit de pénalement répréhensible ou autre. Donc, à partir de là, C'est honteux. on m'a simplement reproché de penser des choses. Oui. Mais on ne peut rien de me reprocher d'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne m'ont pas viré en cours d'année. Eh oui, bien sûr. Parce Et que... qu'ils ont mis fin au contrat, c'est très propre ce qu'ils ont fait. Oui, enfin. Quand je dis propre pour eux. Oui, oui, bien sûr. Et donc, voilà, on peut pas, on peut rien dire. Donc, ce qui fait que quand j'aurais demandé une motivation, parce que j'aurais quand même demandé une motivation, j'aurais répondu par mail. Et là, une dame du rectorat me téléphone 2 jours après, et elle me dit, alors elle bafouillait beaucoup, et elle me dit, bon, monsieur Dubois, c'est en raison de vos prises de position. Et là, je répète mot pour mot ce qu'elle m'a dit. C'est en raison de vos prises de position. Je lui pose la question. Je lui dis donc, vous sous-entendez qu'il y a de bonnes prises de position d'un côté et de mauvaises prises de position de l'autre. Et puis, ce sont des prises de position
privé, extérieur à la profession. Extérieur à la profession, tout à fait. Mais je lui demande à ce moment-là, quel est votre curseur? À partir de quand on est dans la bonne prise de position et à partir de quand on est dans la mauvaise prise de position? Parce qu'en droit, j'en connais pas pour l'instant de curseur comme ça. Oui. À part toutes les infractions qui existent, je sais pas, moi, si j'avais tenu des propos antisémites ou des choses comme ça, là, les lois, elles existent pour ça. Oui, oui. Donc, effectivement, mais justement, la loi, je la connais. Et je sais très bien ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, etc. Donc, là-dessus, il n'y avait aucun souci. Donc, la dame, elle a très vite botté en touche. Et elle m'a dit, écoutez, monsieur Dubois, on vous a contacté, vous l'avez demandé, c'était par courtoisie, mais sachez que légalement, nous ne sommes pas tenus de motiver une fin de contrat. Je le sais en plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Je le sais. Et je m'attendais un peu à cette réponse. Oui. Donc, je n'ai pas insisté. Ça ne sert à rien de dire, mais écoutez, là, vous mettez 2 établissements dans la panade, ça se passe très bien avec mes collègues, tout le monde m'apprécie. Ça ne servait plus à rien. J'avais tout compris. J'ai dit merci. Merci d'avoir motivé votre décision. Au revoir. Mais c'est indigne. C'est indigne parce que non seulement c'est une atteinte grave à la liberté d'opinion, mais c'est de la chasse aux sorcières. C'est du macartisme. Oui, mais on vit dans un monde orwellien. C'est-à-dire qu'il y a, concrètement, c'est une allégorie que je fais, mais il y a un ministère de la vérité. Oui, bien sûr. Il y a un ministère de la vérité. Et si on dévie du discours, effectivement, là, on rentre dans le camp des... C'est la chasse aux sorcières. Et le délit d'opinion, en France, il faut que les gens en aient conscience, ça existe réellement. Et c'est d'autant plus avéré que 3 jours après, j'apprends par voie de presse qu'il y a une pétition qui circule au sein de l'Éducation nationale dans laquelle plusieurs cadres s'engagent à bloquer les institutions en cas de passage du Rassemblement national. Donc là, quand je dis cadre, c'est-à-dire que c'est un collectif de proviseurs et d'inspecteurs qui s'engagent à bloquer l'institution en cas de passage du Rassemblement national. Alors, vous comprenez bien que d'un côté, on me reproche, moi, mes prises de position, qui sont en plus, en général, elles ne prennent pas, elles sont pas, c'est de la politique, c'est de l'analyse politique et métapolitique, ce que je fais, mais c'est pas de la politique partisane. C'est-à-dire qu'en général, ça m'arrive de taper un peu sur tout le monde. Je prends pas forcément le parti pris d'un parti. Oui. Et donc moi, parce que je dis des choses qui vont au fond des choses, que je dénonce certaines personnes, que je donne des noms des fois, on me sanctionne. Mais ceux-là peuvent... Et eux peuvent carrément, de façon ostensible, revendiquer leur prise de position, utiliser leur travail... Et leur poste. Pour menacer, pour prendre en otage, et donc dans une absence totale de neutralité. Et en plus, c'est totalement irrationnel, puisque... ils sont 2850 cadres à peu près, d'après ce que je... Oui, c'est ça, 2800. Et, ces gens-là ne savent pas quel programme, et si ce programme serait appliqué par un ministre de l'Éducation nationale qui serait de RN. Donc, a priori, on va dénoncer une politique qui n'est pas appliquée. Et puis ensuite, alors évidemment... C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce qu'effectivement... ils ne connaissent pas le contenu du programme du RN, puisque le RN n'a pas donné de contenu précis en matière d'éducation nationale. Il n'y a pas de contenu précis. Ce qui nous prouve qu'on est vraiment dans un débat d'ordre idéologique, et qui plus est d'idéologie falsifiée, parce que je pense qu'ils n'ont même pas, pour la plupart d'entre eux, une vision vraiment réelle et poussée du système politique dans lequel on est. Donc c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils agissent sur une vision fantasmée. Voilà, c'est du pur fantasme. Mais par contre, très utile en termes de communication au gouvernement. Vous savez, j'ai entendu Jordan Bardella dire ceci. Nous voulons que les écoles restent ces asiles inviolables et sacrés où la querelle des hommes ne pénètre pas. Or, cette phrase, elle a été prononcée par le ministre juif du Front populaire, Jean Zay. Je ne partage évidemment pas ses idées par ailleurs, mais la phrase est tout à fait justifiée. Et moi-même, je l'avais reprise il y a 25 ans. Vous voyez ? Or, c'est une phrase républicaine. Voilà, absolument. Ces gens-là, les 2820 inspecteurs et responsables de l'éducation nationale, donc, font entrer la querelle des hommes à l'école. Bien sûr. Donc, si le programme du RN
ce serait de sanctuariser l'école. Après tout, je pense qu'une bonne partie des gens seraient d'accord. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà 12 millions de personnes qui étaient d'accord. Mais enfin, bon. C'est un peu le paradoxe de nos institutions aussi. J'ai été reçu par un proviseur des 2 établissements dans lesquels j'évoluais, qui m'a fait comprendre que, quelque part, elle n'adhérait pas à ce qui m'arrivait, mais qu'elle ne pouvait pas se prononcer plus. Oui. Voilà. Parce qu'elle était tenue par l'obéissance voilà, donc elle fait son travail. Mais j'ai retenu une phrase qu'elle m'a dit, c'est, vous savez, un fonctionnaire, ça fonctionne. Oui, c'est fait pour fonctionner, voilà. Oui. Et là, elle m'avouait à demi-mot son impuissance. Oui. Quelque part, je trouve que quelque part, c'est un peu flatteur quand vous avez quelqu'un qui vous renvoie ce reflet-là. Oui. Mais nous ne sommes pas loin de l'expérience de Milgram non plus. Oui, 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 tout à fait. Oui. Parce que ça veut dire que bon, bah, là, la conscience qu'il y a un loup, mais elle obéit. Oui. Elle obéit. Bon. Alors, justement, puisque nous arrivons dans la sphère de l'actualité politique, un des aspects du vote en France, aux législatives, ce n'est pas le seul, mais il y a la sécurité, justement. Qu'est-ce que vous pensez des réponses qui sont données à ce problème de la sécurité, notamment par le RN, mais il n'est pas le seul, puisque M. Macron est en train de découvrir qu'il y a un problème de sécurité en France. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous préconiseriez? Moi, ce qui me pose problème, c'est que la sécurité est un problème, parmi d'autres, mais elle n'est pas le problème principal. La sécurité, actuellement, est un problème qui permet d'agglomérer l'ensemble des partis et l'ensemble des questions qui se posent autour de cette société. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est un peu transcendée comme un symbole, de notre société. Et puis ça évite peut-être de dire des choses qui dérangent. Alors ce qu'il faut voir, c'est que si on veut reprendre les choses de façon plus analytique, il y a une évolution effectivement de la sécurité en France qui est considérable, de l'insécurité, qui est considérable. Si on prend les remontées statistiques qu'on a, elles sont bien précises d'ailleurs après la Seconde Guerre. À partir de 1949, on commence à avoir des statistiques en matière de délinquance et de criminalité qui sont intéressantes. Et on observe que de cette période jusqu'aux années 2000, on a une augmentation à peu près de l'ordre de quasiment presque 70% des crimes et délits, donc ce qui est conséquent, avec une augmentation en hausse à partir des années 70. Donc vraiment la courbe qui devient très montante. Et ensuite, à partir des années 2000, on a une forme de stagnation. Oui. Donc 2005, 2010, on a une forme de stagnation, jusqu'en 2023 à peu près, où là on remarque que ça repart à la hausse. Voilà. Mais alors, il y a beaucoup de journaux qui interprètent cette stagnation, alors notamment beaucoup de journaux mainstream qui vont dire attention, l'insécurité est un sentiment, il y a une stagnation de la délinquance et tout. Non, ce qu'il faut regarder, c'est pas la statistique générale, c'est la physionomie de la délinquance, c'est-à-dire quels sont les faits au sein même des crimes et délits qui augmentent et ceux qui diminuent. Et ça, c'est intéressant. Et là, on voit que, par exemple, depuis les années 2005-2010, par exemple, on a le nombre d'agressions et de violences physiques sur les personnes qui ne cesse de croître. D'accord. Tandis qu'effectivement, en matière de cambriolage, par exemple, ça diminue un petit peu. Mais ce sont des raisons techniques. Alors, ce sont des raisons techniques, mais ce qui est intéressant, c'est que ça reflète aussi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on a une société qui devient réellement de plus en plus violente. Parce que quand on va creuser sur la physionomie du délit et de l'infraction, on s'aperçoit que ce sont de plus en plus de délits violents. Alors, noyés dans la masse des délits, parce qu'il y a d'autres délits, il y a des escroqueries, des choses comme ça, qui eux aussi montent, etc. Mais donc, noyés dans la masse, on peut dire que globalement, la délinquance diminue ou stagne, on peut le dire. Vous voyez, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui. Mais si on s'intéresse au type d'infractions commises, et ben là, on se rend compte que effectivement, il y a des infractions de plus en plus violentes qui sont commises. Donc, ça reflète quand même une réelle violence de la société. Est-ce que vous pensez que le vote
en faveur du Rassemblement national va changer les choses en France, va pouvoir changer les choses? Objectivement, non. Alors, quand on pose cette question, ça sous-entend l'analyse de l'imputabilité des faits à certaines catégories de personnes. Donc, il faut voir par exemple chez les populations d'origine étrangère ou étrangères, statistiquement, quelle est la part de faits qui sont imputables à ces populations-là. Si on regarde actuellement, on n'a pas de données ethniques en France. C'est interdit. Puisque c'est interdit. Quand je parle de données ethniques, c'est-à-dire que ce sont des données sur les origines des personnes, d'accord, et qui permettent de faire des corrélations et d'ordre. Et là, il faut arrêter de voir les choses dans le sens raciste et tout ça, mais là, d'ordre sociologique, parce que ça c'est très intéressant, pour voir si effectivement il n'y a pas un problème de fond sociologique, etc. Donc ça, c'est très dur. Par contre, on a des statistiques en matière de nationalité. Oui. On a quand même plus de 20% de la population carcérale qui n'est pas française. Voilà. Donc ça, il faut le signaler. Dans la mutation de la physionomie du délinquant. D'accord. On a quand même de nouveaux profils qui apparaissent. Donc il y a une mutation aussi de la délinquance en elle-même. Non pas qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins, mais il y a des transferts qui s'effectuent. Pourquoi ? Parce que c'est normal, quand vous accueillez beaucoup de populations comme ça qui vient de l'extérieur, sans moyens, sans instruction, il faut bien qu'elles vivent. Donc à chaque fois, et ça moi je l'ai constaté en tant que gendarme sur le terrain, à chaque fois derrière vous avez un développement des économies parallèles avec tout ce que ça entraîne. Si vous avez du trafic de stupes, derrière ça entraîne aussi des atteintes aux personnes et des atteintes aux biens. Oui, c'est pas, tout s'enchaîne comme ça. Voilà, donc l'insécurité en France n'est pas un ressenti. C'est une réalité. C'est une réalité, mais elle est complexe. Sans faire de jeu de mots, mais le ressenti ment. Oui, oui, tout à fait. Pardon. Et donc, pour en revenir à quelque chose qui relève moins de l'analyse, mais plus de la politique, le RN fait de cette insécurité son cheval de bataille. Néanmoins, quels seront ses moyens pour lutter contre ? Le problème, c'est que Emmanuel Macron, en dissolvant l'Assemblée, a acheté une grenade, hein, oui. comme tu dirais. Mais il a voulu l'acheter dans la jambe de ses adversaires quand même. Voilà. Dans les jambes de ses adversaires. Il a dissous l'Assemblée. Il a dissous l'Assemblée dans un contexte où finalement il n'avait plus rien à faire dans son travail de sape. Tout a été fait. Donc maintenant, il lui est resté quasiment 2 ans et demi de mandat à subir. Ça aurait été compliqué. Toutes les plus grosses réformes ont été passées. Je pense que sa politique a quand même contribué à couler la France. Entre 2020 et 2024, on se prend 1000 milliards de dettes supplémentaires. Donc il faut savoir que maintenant, on est un pays qui est menacé quand même d'être mis sous tutelle, avec les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir. Et puis là, ce serait la fin de la dissolution de tout ce qu'on a, tous nos actifs. Donc ce serait dramatique. Donc finalement, il a fait ça. Et je pense que son analyse est la suivante, c'est-à-dire qu'il instrumentalise ce qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême, extrême gauche et extrême droite, oui, comme des repoussoirs mutuels. Donc lui, il utilise ça comme des repoussoirs mutuels, l'un amenant à repousser l'autre à chaque fois. Et donc on repousse l'électorat à chaque fois vers le centre. Le centre, lui, moi je dirais que Macron, en fait, il est quelque part l'extrême centre. Oui. C'est-à-dire qu'il est l'expression paroxystique du progressisme. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, il faut analyser cette scène, il faut prendre de la hauteur, et il faut l'analyser à l'international pour bien le comprendre. Parce que ce modèle d'expression paroxystique du progressisme, c'est finalement le modèle qui est défendu actuellement par l'Occident, par la ligne de Washington, par la ligne de l'OTAN. Absolument. Et le but de Macron, c'est de conserver, en termes de politique intérieure, cette ligne-là, en ayant ces deux flotteurs,
que sont l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc je pense que d'un côté, l'extrême gauche peut servir à Macron, c'est-à-dire qu'en cas de dissolution, si jamais c'était l'extrême gauche qui avait une majorité à l'Assemblée, il pourrait mettre un ministre, par exemple un Premier ministre qui serait socialiste. Macron est issu du socialisme. Oui. Lui, il est le produit de François Hollande, oui. et à plus haut niveau, il est le produit d'Attali et de Minc. Oui. Donc ça c'est pas un problème, et on reste sur les mêmes alignements au fond, à l'exception de quelques bulles sociétales à côté. Oui. Et d'un côté, il y a aussi le RN que Macron s'est attaché à sans cesse diaboliser, justement, pour que toutes les voix que eux peuvent aspirer à un moment donné soient exposées comme des voix de fascistes, etc., oui. etc., et que finalement, par effet de culpabilité, les gens reviennent vers lui. Sauf que cette création oui. Du RN, et, à mon avis, est un petit peu son golem. Oui. C'est-à-dire que là, peut-être que les choses sont en train de lui échapper. Ouais. Et que lui qui se pensait être un petit peu... Alors on avait le Mozart de la finance, mais il s'est cru le Beethoven de la politique, je ne sais pas. Oui. Là, peut-être qu'il pensait avoir dégoupillé une grenade. Je pense qu'il a peut-être gardé la grenade en main et jeté la goupille. Ah, c'est fâcheux. C'est pas impossible. Alors, c'est fâcheux. C'est pas impossible. Donc ça, c'est voilà. Le problème, c'est qu'après, si la situation dégénère, il a toujours cette option de faire porter la casquette au RN. Ouais. Sachant que le RN, maintenant, moi je le vois comme un parti qui est, hélas, compatible avec les idéaux du WEF et finalement les idéaux progressistes. World Economic Forum. Exactement. Alors, pourquoi c'est peut-être de l'opportunisme politique, c'est peut-être de la tactique. Oui. J'espère, parce que on a Jordan Bardella qui, en s'annonçant pro-européiste, pro-Ukraine, pro-OTAN, forcément, qui cautionne l'agenda LGBT. Ouais. On peut pas à la fois avoir un discours qui dit je vais renforcer la politique intérieure avec toutes les exigences administratives et de droit que ça implique, et de l'autre, avoir un discours qui, en filigrane, dit « je fais allégeance à Ursula von der Leyen ». C'est pas possible. Laquelle est reconduite au pouvoir, d'ailleurs, ce qui prouve que les élections européennes n'ont pas changé grand-chose, de ce point de vue-là, puisqu'elle est reconduite. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est important pour l'électeur d'avoir une vision d'ordre mondial et non pas que intérieur, parce que maintenant, si on est aligné mondialement dans l'axe progressiste, on ne peut pas prendre nos décisions de façon souveraine. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas de souveraineté. Voilà. Sans compter qu'en plus, comme nous sommes terriblement endettés, à 3100 milliards, là aussi, c'est un pacte de suggestion. Exactement. Ce qu'on n'a pas assez souligné, d'ailleurs, dans ces élections législatives, c'est que Macron, en dissolvant l'Assemblée, a révélé la toute-puissance des marchés. Oui. Qui s'inquiètent, évidemment, de la situation. Et même si la bourse remonte, autrement dit, on est peut-être en démocratie, mais on est plus sûrement en plutocratie. Il y a un autre critère qui est lié à la dette, c'est qui dit dette dit absence de souveraineté. Ah oui, bien sûr, c'est évidemment une servitude. Donc là, effectivement, la dette s'est accrue de 2000 milliards en l'espace de 4 ans, ce qui est colossal. Le déficit public est énorme. On a des politiques, puisque la question portait sur la crédibilité de la politique du RN, oui, qui vont nécessiter, si elles doivent être mises en œuvre, des investissements colossaux, puisqu'on a une justice qui réclamerait une remise à niveau très importante. On a une administration pénitentiaire qui réclamerait une mise à niveau très importante. Et on a des forces de l'ordre, si on voulait vraiment rétablir l'ordre, qui nécessiterait aussi beaucoup de moyens. Donc ça va être très compliqué, sans parler des contraintes administratives liées à l'Europe, notamment en matière de frontières, puisque comment stopper l'immigration sans un contrôle aux frontières efficace ?
et puis local. Il faut savoir que en France, la plupart des migrants, ils n'arrivent pas par bateau au Gros du Roi ou je ne sais où. Voilà, non. En général, c'est Lampedusa. Ils transitent par l'Italie, c'est-à-dire qu'ils transitent par nos frontières intérieures. Voilà. Or, l'Europe nous contraint d'ouvrir ces frontières-là. Carrément, il n'y a pas de frontières intérieures. Donc, si on ne sort pas de l'Europe et si on ne sort pas des dispositions légales qui sont ordonnées par l'Europe, on ne peut pas concrètement se lancer dans une action qui soit efficace. C'est pas possible. Pour ça, il faut que le pays retrouve sa souveraineté. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut s'émanciper de l'Europe. Eh bien, cher François Dubois, je vous remercie pour toutes ces analyses. Vous avez pu dire beaucoup de choses. Votre cas est emblématique du caractère répressif de notre société, mais vous avez eu le courage d'aller sur une analyse plus globale. Maintenant, avec nos téléspectateurs, ce qu'on va vous souhaiter, c'est de retrouver évidemment très rapidement un job dans ce qui est votre spécialité, sur laquelle vous avez d'ailleurs d'éminentes compétences, et ce serait dommage pour le pays que des gens comme vous, parce que vous n'êtes pas le seul, soient écartés sur des lignes d'opinion. Merci à vous en tout cas, et merci à vous de défendre la liberté d'expression, justement. Et alors ça sera jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Ça, merci pour votre travail et merci de m'avoir reçu. Merci François Dubois et chers téléspectateurs, mais je vous dis à très bientôt.